Hallo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies. Bonjour à toutes et à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui je m'entretiens avec l'historien militaire Dr. Lothar Schröter. Né en Herda, le Dr. Schröter a travaillé de 1974 à 1990 à l'Institut d'histoire militaire de Potsdam et a terminé sa carrière comme major, occupant un poste de colonel dans l'armée populaire nationale, ainsi que chef du département d'histoire militaire de l'OTAN et de la RFA. L'an dernier, le Dr. Schröter a publié le livre « La guerre en Ukraine, les racines, les acteurs et le rôle de l'OTAN ». Aujourd'hui, nous allons discuter de sa perspective allemande sur la guerre. Monsieur le Dr. Schröter, bienvenue. Herr Dr. Schröter, willkommen. Je suis également heureux de pouvoir accorder cette interview. Je pourrais peut-être aussi vous montrer le livre. Avec Le voici. Le livre suscite également un vif intérêt, bien qu'il soit largement ignoré par les médias grand public en Allemagne et ailleurs. Pourquoi cela est-il ignoré? Et quelles sont vos principales thèses que vous souhaitez nous présenter? Eh bien, c'est probablement ignoré, parce que cela ne s'intègre pas dans le paysage. Autrement dit, on construit ici une position opposée, que je peux également défendre en tant que scientifique, et elle n'est tout simplement pas compatible avec le courant dominant. Le livre repose sur deux thèses principales. La première est que cette guerre en Ukraine est une guerre par procuration de l'Occident contre la Russie. J'ai ensuite étayé cela à l'aide d'une feuille de route élaborée par nul autre que Zbigniew Brzezinski, et d'autres également. Cette feuille de route peut être consultée dans ses livres et dans ses articles de revue publiés dans Foreign Affairs. Je l'ai résumée. Elle se résume ainsi. La principale ligne de confrontation est celle qui sépare l'Occident des valeurs, comme il se nomme lui-même, et la République populaire de Chine. Si nous voulons gagner ce conflit, nous devons vaincre la Russie. Et si nous voulons vaincre la Russie, nous devons avoir l'Ukraine. C'est presque mot pour mot ce qu'on peut lire chez Brzezinski. Ce n'est donc pas seulement une de mes thèses, elle est également partagée par d'autres, par exemple par le général 4 étoiles Harald Kuyat, que la plupart connaissent. Et il dit la même chose, et d'autres encore vont plus loin. C'est donc la thèse principale, qu'il s'agit d'une guerre par procuration, au terme de laquelle il est question d'un nouvel ordre mondial. Deviendra-t-il réellement multipolaire, véritablement multipolaire, ou retombera-t-il dans une unipolarité dirigée par l'Occident sous la conduite des États-Unis? Voilà la thèse principale. La deuxième thèse est que cette guerre en Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022. La guerre en Ukraine a débuté dans la nuit du 6 au 7 avril 2014, lorsqu'un des dirigeants du coup d'État du Maïdan a déclaré « Nous allons lancer une opération antiterroriste ». Il s'agissait d'une opération visant les régions du Donbass, Donetsk et Louhansk. En réalité, cette opération antiterroriste a commencé le 13 avril 2014, et je le dis ouvertement, par une attaque de nationalistes ukrainiens, ouvertement soutenus par des forces fascistes, contre les deux régions du Donbass. Cette attaque marque le début de la guerre en Ukraine. Ce qui s'est produit le 24 février 2022, c'est l'entrée de la Fédération de Russie dans une guerre déjà en cours depuis 2014. Pouvez-vous développer cela un peu plus? En tant qu'historien militaire, il est très utile que vous puissiez identifier précisément les dates auxquelles la force militaire a été employée. Le prélude à la guerre, que vous décrivez également dans votre livre, c'est tout ce processus menant à 2014. Quels sont, selon vous, les points clés essentiels pour comprendre comment nous en sommes arrivés politiquement au Maïdan? Puis, à partir du Maïdan, à cette opération antiterroriste, où la violence a vraiment commencé à échapper à tout contrôle.
En Occident, on savait parfaitement quelle importance revêtait l'Ukraine. L'importance de ce grand pays pour l'affrontement avec la Russie et à terme aussi avec la République populaire de Chine était claire dès le départ. C'est pourquoi un premier coup d'État a été organisé, la soi-disant Révolution orange de 2005, dirigée par Yulia Tymoshenko. Mais cette révolution orange n'a pas encore abouti, et l'Ukraine est entrée dans une phase politique relativement calme. Et bien sûr, l'Occident a également observé cela. L'Ukraine maintenait une égale distance entre la Russie et l'Occident, entre l'Union européenne et l'OTAN. Et cela déplaisait naturellement à l'Occident, qui organisa alors ce second coup d'État, le coup du Maïdan, de novembre 2013 jusqu'à la fin février 2014. Ce coup du Maïdan, nous le savons tous, a été soutenu par l'Occident, non seulement par les 5 milliards de dollars américains évoqués par Madame Nuland, alors vice-secrétaire d'État, mais aussi par d'autres mesures, par la présence de responsables politiques occidentaux, y compris celle du ministre allemand des Affaires étrangères de l'époque à Kiev. Il a donc été soutenu, et ce coup d'État a effectivement réussi. Ainsi, fin février, ce putsch était terminé. Les forces nationalistes, en partie massivement soutenues et encouragées par des groupes fascistes, ont alors remporté le succès. Et c'est alors que commença cette opération antiterroriste, comme je l'avais dit. Cette opération antiterroriste, autrement dit l'action militaire des nationalistes en Ukraine contre les régions du Donbass, Donetsk et Louhansk, n'a cependant pas produit les résultats militaires espérés. Autrement dit, cette offensive s'est enlisée. Elle avait toutefois déjà fait, au fil du temps, un grand nombre de victimes. On parle de 15 000 morts, dont 75% de civils, et parmi eux, à nouveau 75% dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Ainsi, cette offensive militaire des Ukrainiens ne s'est pas déroulée comme ils l'avaient imaginé. Et le résultat en a été qu'ils ont voulu gagner du temps. Ce temps a été obtenu grâce aux négociations de Minsk avec Minsk I et Minsk II. Nous savons aujourd'hui, par différentes sources, vos auditrices et auditeurs, vos téléspectatrices et téléspectateurs le savent aussi, que cela n'avait pour but que de gagner du temps. Non seulement Mme Merkel et M. Hollande l'ont confirmé, mais aussi l'ancien président Poroshenko, qui l'a dit très clairement dans une interview accordée au Corriere della Sera en Italie. Il s'agissait uniquement de porter les forces armées ukrainiennes au niveau des normes de l'OTAN, c'est-à-dire d'abord de renforcer leurs effectifs, de les former, de les amener aux standards de l'OTAN et de les équiper d'un vaste arsenal militaire occidental. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Il faut le reconnaître. Une armée de 140 000 à 200 000 soldats ukrainiens était alors en place. Ils se trouvaient déjà dans les régions de Donetsk et de Louhansk, ainsi qu'à l'est de la péninsule de Crimée. À l'est de la péninsule de Crimée, cela signifiait que la Fédération de Russie devait s'attendre à une offensive militaire visant à placer toute la côte de la mer d'Azov sous contrôle ukrainien. Cela n'aurait pas seulement signifié la perte des régions de Donetsk et de Louhansk, mais aussi celle de la Crimée, et cela aurait équivalu à une défaite dans la guerre. La perte de la Crimée, à son tour, aurait signifié qu'un des 4 groupements stratégiques des forces navales russes aurait été perdu, à savoir la flotte de la mer Noire. Cela aurait finalement conduit au résultat que la mer Noire serait devenue le Mare Nostrum de l'OTAN. Une grande puissance comme la Russie ne pouvait jamais se le permettre. Les Américains ne l'ont pas permis non plus en 1962, lorsque l'URSS a déployé des missiles à moyenne portée à Cuba. Comme nous le savons tous, je ne peux pas entrer ici dans les détails, même face au risque d'une guerre nucléaire, les États-Unis ne l'ont pas toléré.
Et la Russie ne pouvait pas non plus le permettre. Cela signifie que la mer Noire serait devenue le Mare Nostrum de l'OTAN. Puis les événements militaires ont évolué après l'échec évident de Minsk I et de Minsk II. Cela a coûté d'innombrables vies humaines, non seulement parmi les militaires, mais surtout parmi les civils. Et bien sûr, la Fédération de Russie l'a vu. La Fédération de Russie a observé ce qui s'y passait. Le général Kouyak, que j'ai déjà mentionné, rapporte également que cette force s'était avancée jusqu'à la mer d'Azov. Cela aussi, la Fédération de Russie l'a observé. Et en décembre 2021, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur des États-Unis. Et c'est là qu'un programme a été élaboré à son intention. Et ce programme revenait essentiellement à ceci. Le livre en donne une description bien plus détaillée. Développons un système de sécurité allant de Vladivostok à Lisbonne et de Lisbonne à Vladivostok. C'était la première thèse fondamentale. Et la seconde, qui fut souvent interprétée en Occident comme un ultimatum, consistait à dire « Veillez à ce que vos protégés ukrainiens se retirent de la ligne de contact », c'est-à-dire de la ligne de front. L'ambassadeur américain a d'abord pris note de cette demande. Puis, en janvier 2022, il s'est présenté au ministère russe des Affaires étrangères et a déclaré, pour résumer de manière laconique, « Non, nous ne le ferons pas ». Et à ce moment-là, les Russes ont compris ce que cela signifiait. Les Russes savaient alors ce qu'il en était. Et dans ce contexte, les chars russes portant la lettre Z sur leur coque sont apparus aux frontières ukrainiennes. C'était la situation à ce moment-là, puis l'escalade militaire s'est poursuivie, confirmée également par l'OSCE. En février, l'artillerie ukrainienne a commencé à lancer des attaques massives contre les régions de Donetsk et de Louhansk. Et la Russie ne pouvait comprendre cela que comme le signe qu'une attaque était imminente. Il existe des documents que je dois encore examiner attentivement et qui ne sont donc pas encore confirmés. Tant que ce n'est pas le cas, je ne les utilise pas. Je sais seulement qu'il existe, du côté russe, des documents selon lesquels une nouvelle attaque massive des forces armées ukrainiennes devait commencer le 8 mars 2022. Mais encore une fois, je suis extrêmement prudent à ce sujet. Tant que je n'ai pas vu de documents définitifs, je ne monte pas sur ce cheval. Et ensuite, il s'est passé que, comme je l'ai dit, les Russes ont vu ce qui allait se produire là-bas. Et alors, avant le 24 février, les Russes ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis 8 ans. Ils voulaient en effet que les régions de Donetsk et de Louhansk restent au sein de l'État ukrainien. Déjà, en 2014, nous avions voté contre les référendums organisés par les républiques populaires nouvellement créées, en disant « Ne faites pas ce référendum, nous ne le voulons pas à Moscou. Vous devez rester avec l'Ukraine, bien sûr avec l'octroi de droits appropriés, comme par exemple l'usage de la langue russe. » Mais ensuite, peu avant le 24 février, les Russes ont reconnu ces républiques populaires. Et lorsqu'on reconnaît des États, on peut aussi conclure des traités avec eux. Que cela plaise ou non à d'autres, les sécessions sont également possibles, même contre la volonté du soi-disant pays d'origine. C'est ce que les républiques populaires ont fait. La Russie a donc reconnu ces républiques populaires comme des États. Lorsqu'on reconnaît des États, on peut conclure des traités. C'est ce qu'ils ont fait, à savoir un traité d'assistance mutuelle. Et sur la base de ce traité de droit international, qui a également été notifié par Moscou à l'ONU, la Fédération de Russie est entrée en guerre le 24 février 2022. Je le formule délibérément ainsi. C'est justement toute la base du droit international que la Russie invoque sans cesse et que l'Occident ignore constamment. Mais il existe une logique juridique cohérente. Qu'on veuille la reconnaître ou non, c'est une autre question. Mais elle existe. Et c'est pourquoi la Russie dit également « Nous ne faisons qu'exercer le droit prévu à l'article 51
de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense collective. 51 auf kollektive Selbstverteidigung. Exactement. Comme je l'ai dit, on peut en débattre. Il existe aussi des opinions selon lesquelles la séparation de territoire ne serait pas possible, qu'elle serait contraire au droit international. Cette opinion existe, j'en ai une autre. Je l'ai également étayée par des résolutions de l'ONU. Dans le livre, c'est écrit dedans, avec numéros et références, selon lesquelles des séparations sont possibles lorsque les droits de groupes de population sont durablement et gravement atteints. Et je dois maintenant poser la question. Était-ce le cas à Donetsk et à Luhansk, dans la mesure où les droits d'autonomie n'y ont pas été accordés et où le droit d'utiliser sa propre langue maternelle, à savoir le russe, a été aboli? Le point, c'est aussi que la Russie ne cesse de dire. L'OTAN reconnaît également ce droit, car c'est ce droit dont le Kosovo a fait usage pour se séparer de la Serbie. Et l'OTAN le reconnaît, tout comme l'Allemagne, la RFA d'ailleurs. Mais là, nous revenons déjà à l'hypocrisie, à cette application de deux poids, deux mesures. Ce qui m'intéresserait beaucoup, ce serait comment voyez-vous, en tant qu'historien militaire qui a étudié l'OTAN déjà avant les années 1990, mais de l'extérieur, un historien militaire allemand extérieur à l'OTAN, comment voyez-vous le fil historique des années 1970 et 80 jusqu'à aujourd'hui, dans les années 2020? Von den 70er, 80er Jahren bis jetzt in die 2020er hinein. Je me permets de renvoyer à 2 volumes d'un de mes ouvrages. Pardon? Les voici. L'OTAN pendant la guerre froide. Cela fait environ 200 pages. J'ai écrit ces 2 volumes à l'occasion du 60e anniversaire de l'OTAN en 2009. Il s'agit d'une chronologie accompagnée d'une introduction pour chaque période. La thèse centrale de ces livres était et reste la suivante. L'OTAN n'a pas été fondée comme une alliance défensive, mais comme une alliance anti-soviétique, c'est-à-dire un pacte militaire dirigé contre l'URSS. En effet, il n'existait pas encore à l'époque d'alliance équivalente du côté oriental. Celle-ci ne fut créée qu'en 1955 avec le pacte de défense de Varsovie, une alliance militaire anti-soviétique incluant la République fédérale d'Allemagne. Aujourd'hui, nous célébrons le 70e anniversaire de la Bundeswehr. On tenait absolument à intégrer la Bundeswehr dans l'OTAN, pour diverses raisons. D'abord comme bélier, et bien sûr en y incluant des cadres de la Wehrmacht, et par ailleurs aussi de la Waffen-SS. Même des officiers jusqu'au grade de lieutenant-colonel de la Waffen-SS y furent engagés, à condition qu'aucun crime de guerre ne leur soit imputé. Ils avaient de l'expérience sur le front de l'Est, et ils furent ensuite intégrés et jouèrent un rôle déterminant dans la création de la Bundeswehr, qui comptait finalement 495 000 soldats actifs et 1,3 million de réservistes. Cela signifie donc que l'OTAN a toujours été une alliance anti-soviétique, et qu'elle est aujourd'hui une alliance anti-russe. Surtout maintenant, avec des ambitions mondiales croissantes, y compris vis-à-vis de la République populaire de Chine. Et je le dis sans détour, sur les questions fondamentales, l'Alliance atlantique, pour le dire avec prudence, a toujours menti. Et le plus grand mensonge a été celui de la menace venant de l'Est. Elle n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de menace venant de l'Est. Si les Russes avaient réellement eu l'intention d'occuper l'Europe de l'Ouest, ils auraient marché jusqu'à l'Atlantique en 1945. Ils ne l'ont pas fait. Et cela a toujours été, comme je l'ai dit, une alliance anti-soviétique et anti-russe. Et malheureusement, ce mensonge de la menace venant de l'Est n'a, jusqu'à aujourd'hui, pas changé. Non seulement rien n'a changé, mais cela est sans cesse revêtu de nouveaux habits. Par exemple, dans la guerre en Ukraine, l'information la plus importante est en réalité que la Russie, entre 2014 et 2022, ne voulait pas annexer les régions du Donbass, mais affirmait explicitement rester en Ukraine, avec toute l'idée que, si tel est le cas et que l'Ukraine est un État fédéral,
alors sa neutralité est garantie. Elle devient ainsi un État tampon. Et cette existence d'État tampon est quelque chose que non seulement la Russie a toujours voulu, mais aussi l'Union soviétique. C'était même le plan pour l'Allemagne. 1953, c'était la ligne de départ. C'était en mars 1952. Comment cela se fait-il? Comment se fait-il que l'Occident ne veuille tout simplement pas que nous ayons une Europe stable et équilibrée, qui coexiste avec l'Union soviétique et la Russie? Cela tient tout simplement au fait qu'à l'époque, il était dans l'intérêt de l'Occident de vaincre l'URSS. Cela s'est concrétisé en mai 91. Et aujourd'hui, on veut démanteler la Russie. Chaque année, 1 ou 2 conférences sont consacrées à la désintégration, au découpage de la Fédération de Russie. Il s'agit d'énormes ressources, surtout des ressources naturelles de la Fédération de Russie. Une étude de la Fondation Bertelsmann dresse une liste précise des immenses gisements de ressources naturelles situés notamment en Ukraine. Et d'anciens militaires de la Bundeswehr affirment ouvertement que sans les gisements de lithium en Ukraine, toute la mobilité électrique, par exemple, serait impossible. Il s'agit de la désintégration de la Russie, de l'élimination de ce pays en tant que grande puissance et de la création des conditions nécessaires pour pouvoir, à terme, affronter avec succès la République populaire de Chine. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas de paix. C'est pour cela qu'ils poursuivent une escalade d'un niveau à l'autre. Et c'est pour cela qu'ils inventent sans cesse de nouvelles variantes de scénarios de menaces. C'est totalement absurde de prétendre que la Fédération de Russie voudrait attaquer l'OTAN en 2029, par exemple. Il n'existe aucune base politique pour cela, ni militaire d'ailleurs. Le général Kujat l'a clairement expliqué. Il est militairement absurde de dire que la Fédération de Russie pourrait attaquer l'OTAN avec ses forces actuelles. C'est militairement complètement absurde. C'est donc, d'un point de vue strictement militaire, totalement insensé, et pas seulement politiquement complètement erroné. Et soit dit en passant, je le dis toujours en plaisantant lors de mes conférences, que veulent-ils donc en Allemagne? Veulent-ils une infrastructure en ruine? Veulent-ils un réseau ferroviaire qui ne fonctionne pas? Veulent-ils une économie en déclin et en crise manifeste? Veulent-ils cette décadence morale que nous observons en Allemagne? Et pas seulement en Allemagne, mais aussi dans d'autres États occidentaux. Les Russes veulent-ils tout cela? Veulent-ils un pays détruit qu'ils devraient ensuite reconstruire? Que veulent-ils vraiment? Cette question, l'OTAN ne la traite évidemment pas, sinon par de la propagande. Comment expliquez-vous Harald Kujat, qui en tant qu'Allemand de l'Ouest, est finalement devenu, dans les années 1990, oui, à la fin des années 1990, au début des années 2000, le chef militaire de l'OTAN? Et le fait que nous ayons connu cette période, dans les années 1990, où il existait des projets de partenariat pour la paix, c'est-à-dire l'intégration de la Russie. Voyez-vous ici un aspect de l'OTAN ou un aspect des Européens qui voulaient œuvrer à ce projet de paix, mais qui ont ensuite été mis en échec? Ou comment expliquez-vous, Monsieur Kujat? Oui, jamais de ma vie je n'aurais pensé que je rendrais un jour le plus grand respect à un inspecteur général de la Bundeswehr, et donc au plus haut gradé de l'armée qui se trouvait en face de moi. Que je rendrais un jour le plus grand respect au plus haut officier de l'OTAN, ce qu'on est en tant que président du comité militaire, donc pas un général de l'Ouest. Je n'aurais jamais cru ça possible de toute ma vie. C'est simplement que le général Kujat est une personnalité d'exception parmi la généralité allemande.
Le général Kujat possède manifestement ce que Friedrich Schiller a exprimé un jour dans l'Ode à la joie, ensuite mise en musique par Beethoven. C'est le courage face au trône des rois. Ce courage fait manifestement défaut à la généralité allemande, tout comme au corps des officiers allemands. Nous avons tenté à nouveau de le montrer le 20 juillet 1944, après qu'ils eurent constaté que cette campagne à l'Est ne fonctionnerait pas. Ce courage face au trône, ce courage, le général Kujat le démontre, et il a pour cela tout mon respect. Tout le reste que l'on entend de la généralité allemande me fait frémir. Il y a des gens qui parlent encore aujourd'hui d'une chance gâchée. Selon l'interprétation, on doit dire ce n'était pas une chance perdue, mais une chance délibérément abandonnée, cette entente. Et cela inclut aussi des Américains, comme par exemple Jack Matlock, l'ambassadeur Jack Matlock, qui répète sans cesse, même aujourd'hui à 95 ans, « Non, nous n'avons pas gagné la guerre froide. Nous l'avons terminée ensemble avec l'Union soviétique, parce que c'était dans notre intérêt. » Et l'Union soviétique s'est ensuite effondrée, liée, mais pour d'autres raisons. Nous aurions dû saisir cette occasion pour construire une maison européenne commune pour tous et des structures de sécurité. Cela inclut aussi d'autres personnes qui sont vraiment des figures majeures de l'histoire de la guerre froide. Comment voyez-vous ce lien selon lequel ces gens n'ont pas gagné, mais que ce sont les autres, les Brzezinski de ce monde, qui l'ont fait? Eh bien, tout simplement parce que les Brzezinski et d'autres, Kissinger à la fin aussi, Friedman par exemple, ont toujours été ceux qui incarnaient les principales forces du grand capital industriel et financier américain. Ce grand capital industriel et financier a toujours été expansionniste, toujours agressif. Et ce sont eux qui ont fini par s'imposer, exactement comme en Allemagne d'ailleurs. Friedrich Merz est au gouvernement, mais il n'est pas au pouvoir. Ceux qui détiennent le pouvoir sont tout autres. Et c'est une réédition, du moins par certains aspects, de l'impérialisme allemand typique tel que nous le connaissons depuis la fin du XIXe siècle. Ils se sont imposés et ils ont trouvé en Russie un partenaire, à savoir l'administration Eltsine. Dans les années 1990, la Russie était complètement à terre sur les plans politiques, militaires et économiques. C'était la raison, le partenaire à Moscou, à savoir Eltsine. Et c'était aussi la base du partenariat que l'on avait alors accordé. Mais ce n'est qu'à l'aube du nouveau millénaire, lorsqu'un autre président est arrivé, celui qui s'est exprimé au Bundestag en septembre 2001, que cette époque a pris fin. Là, il a essentiellement dit deux choses au Bundestag. Il a dit « Construisons un système de sécurité, de Lisbonne à Vladivostok et de Vladivostok à Lisbonne. » Et il a dit quelque chose qu'il n'a pas formulé explicitement, mais qui se lisait clairement entre les lignes. « Mesdames et messieurs, les années Eltsine, plus clémentes, sont terminées. » Et ainsi, la confrontation, qui avait été initiée par l'autre camp, est devenue réciproque. Mais pour cela, il a reçu une ovation debout. Les parlementaires se sont levés et ont applaudi, car Vladimir Poutine a également parlé en allemand. Il est difficile de mettre en mots tout ce que cela représentait, compte tenu du fait que sa famille, je crois, était stationnée à Leningrad et qu'une partie de sa famille est aussi morte, oui, pendant le blocus. Et il a cherché ce rapprochement avec l'Allemagne. Et ce rapprochement, ou est-ce que je me trompe en l'interprétant ainsi? Non seulement n'a pas eu lieu, mais là où nous en sommes aujourd'hui, il est non seulement en morceaux, mais en... Ce rapprochement a toujours été voulu par la Fédération de Russie sous Poutine, mais il n'a jamais été voulu par l'autre camp. Il n'a jamais été voulu par l'autre camp, car l'ancien objectif demeurait démanteler la Russie, la découper. C'est l'ancien objectif qui, je le sais, remonte déjà à Rohrbach, lequel, pendant la Première Guerre mondiale,
avait élaboré sa théorie selon laquelle l'Ukraine serait un élément central du démantèlement de la Russie. Cela n'a pas été voulu par l'Occident. Et ceux qui applaudissaient en septembre 2001 au Bundestag n'ont pas compris ce que Poutine disait entre les lignes. Et s'ils l'ont compris, ils ne l'ont pas cru. Seulement, ils l'ont fait. Eh bien, il aurait été bien mieux pour l'Allemagne de se rappeler la ligne de l'ancien Bismarck. Dans mon livre, j'ai inclus plusieurs citations du chancelier du Reich. C'était un réactionnaire hors pair, certes, mais un homme qui pensait de manière réaliste. Et pour résumer, il avait placé sa politique envers la Russie sous le mot d'ordre. Nous pouvons nous brouiller avec tout le monde, sauf avec la Russie. Sauf avec la Russie. Comme je l'ai dit, d'autres temps. La Russie se trouve toujours là où elle se trouvait à l'époque de Bismarck. La Russie reste une grande puissance, comme elle l'était déjà dans le concert des puissances européennes. C'est à cette leçon de l'histoire allemande qu'il aurait fallu se rappeler, à moins, bien sûr, qu'on ait poursuivi d'autres objectifs. Mais il semble que le credo selon lequel la politique allemande fonctionne en ce moment soit « jamais 2 sans 3 ». Car depuis Bismarck, on a déjà essayé 2 fois. Pensez-vous que cette fois encore? Non, vous l'avez déjà dit, on va réessayer. Mais où est la limite? Parce qu'en ce moment, on se rend compte que de nouveau, cela ne semble pas fonctionner. Eh bien, cela ne marchera pas non plus. Donc, s'il devait y avoir une 3e guerre mondiale, il se produirait exactement ce que le réactionnaire Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev avaient déclaré ensemble à la fin des années 1980. Une guerre nucléaire ne peut pas être menée et ne peut pas être gagnée. Elle ne doit jamais être menée, car elle conduirait à la fin de la civilisation humaine. Voilà ce qu'il disait à l'époque. Rien n'a changé depuis. On le sait aussi en Occident. Ma thèse est la suivante. Même en Occident, on ne veut pas d'une 3e guerre mondiale. On n'en veut pas parce qu'on sait qu'on y brûlerait soi-même. Ce qu'ils font cependant, c'est maintenir un équilibre au bord de la guerre, un équilibre extrêmement dangereux au bord de la guerre. Et en tant que militaire, on sait que les conflits peuvent aussi évoluer d'une manière telle qu'ils acquièrent leur propre dynamique. Et cette dynamique peut mener à une situation qu'on ne peut plus maîtriser. Et cela est dangereux. Oui, c'est bien toute la peur qu'il y a derrière. On a créé ici une situation qui peut être facilement récupérée par de petits groupes de personnes, parce qu'on peut simplement fabriquer un faux drapeau ou autre chose. Et alors, les différentes parties se retrouvent sous pression. Et en ce moment, nous n'avons en réalité plus de mécanismes de désescalade. Cela dit, depuis que les Russes et les Américains se reparlent, il y aurait peut-être encore la possibilité d'un appel téléphonique. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ces opérations sous fausse bannière peuvent bien sûr se produire. Et il existe au sein de l'OTAN des forces très diverses, notamment la Hongrie ou la Slovaquie, et probablement bientôt aussi la Tchéquie. Et puis, il y a les va-t-en-guerre, qui se trouvent dans les États baltes et en Pologne. Les médias russes, notamment Russia Today, ont rapporté qu'une opération sous fausse bannière avait été planifiée et qu'elle avait été déjouée. Il s'agissait d'un chasseur-bombardier de type MiG-31, équipé d'un missile Kinzhal, qui devait être détourné vers la Roumanie. Et ce bombardier devait ensuite être abattu. L'opération aurait été déjouée. Eh bien, je n'y crois toujours que lorsque les faits vérifiables sont sur la table. Mais de telles opérations de désinformation sont bien sûr menées en permanence. Pensez au survol de drones. On en rend toujours les Russes responsables. Qu'ils en abattent donc quelques-uns, et on verra bien ce qui se passe. Qu'ils le fassent donc. Et on entend toujours dire « oui ». Tout pointe vers la Russie, tout pointe vers la Russie. Eh bien, c'est justement là le danger.
Avec ce genre d'opération sous fausse bannière, ces mécanismes d'escalade peuvent se développer et devenir incontrôlables. C'est vraiment cela, le danger. C'est pourquoi il est urgent de désamorcer la situation. Et c'est précisément ce que le gouvernement allemand ne fait pas en ce moment, contrairement à ce qu'il faut reconnaître à Willy Brandt à l'Ouest. Walter Scheel, qui était alors ministre des Affaires étrangères, ou encore Erich Honecker, étaient des combattants pour la paix. Il n'y a rien à redire à cela. Léonid Brezhnev l'était aussi. Même l'intervention en Afghanistan, à laquelle il s'était lui-même opposé, ne contredit pas cela. Non, on a renoncé à l'idée d'un règlement pacifique des conflits. On a tourné le dos à la détente et pris la direction opposée, celle de l'escalade. Pouvons-nous encore nous appuyer un peu sur votre expérience en RDA? La disparition de la RDA ou son absorption par la RFA? Pour ma part, je considère toujours qu'il est erroné de parler de réunification. En réalité, ce n'était pas, non pas une annexion, mais bien l'absorption de la RDA par la RFA. Avez-vous le sentiment que ce processus des années 1990 a aussi quelque chose à voir avec la position actuelle de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie? Eh bien, en tout cas, le deuxième État allemand a disparu, celui qui jouait toujours le rôle de frein face à ceux qui, en Allemagne de l'Ouest, prônaient la confrontation. Cet État a disparu, et j'ajoute, c'était l'État allemand de la paix, en tout cas. Et vous avez tout à fait raison, ce n'était pas une réunification, car cela signifierait qu'on se réunirait à nouveau, peut-être au niveau de 1950. Là, on aurait pu parler d'une réunification. Je pense que c'était, pour le dire de manière neutre, une union des deux États allemands. Et il y a beaucoup de gens qui parlent en réalité d'une prise de contrôle hostile par l'Ouest. Il ne reste presque plus rien. De la RDA. Et quand on en parlait, c'était sous des termes comme centre médical de soins pour les polycliniques, car c'est exactement ce que sont aujourd'hui les centres médicaux de soins. Rien n'a été repris. Au contraire, tout a été liquidé, coûte que coûte. Je veux donner un seul exemple. En RDA, 95% de tous les chercheurs en sciences sociales, à l'époque on les appelait scientifiques de la société, ont été liquidés. 95% ont été écartés des universités et des établissements d'enseignement supérieur. Une telle hécatombe n'a eu lieu ni dans la zone d'occupation soviétique, ni en RDA, ni à l'Ouest après l'effondrement du fascisme hitlérien. Une telle hécatombe n'a jamais eu lieu. Et bien sûr, les gens ne l'oublient pas. De plus en plus de personnes prennent conscience qu'il ne s'agissait pas réellement d'une réunification, mais d'un rattachement, d'une annexion. Disons-le peut-être de manière neutre. Encore une fois, une union, mais rien de plus. Et c'est pourquoi les gens se rendent de plus en plus compte, y compris bien sûr dans mon entourage familial, que nous n'avons pas tant appris de faux à l'école sur le capitalisme et l'impérialisme. Les gens se détournent, et cela est souvent dénoncé comme un éloignement de la démocratie. Non, ce n'est pas un éloignement de la démocratie, c'est un éloignement du système. Les gens commencent intérieurement à se poser la question du système. Ils se détournent de la propagande. Dans mon entourage, y compris dans ma maison de vacances que je loue ici, les gens répondent à la question « Vous ne regardez plus les informations ». Non, nous ne regardons plus les informations. Nous ne regardons plus les débats télévisés. Nous en avons assez d'être sans cesse trompés. Ce sentiment en ce moment, en Allemagne de l'Est, diriez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de vous en tant qu'historien militaire, mais aussi d'une bonne partie de la population qui réalise soudainement qu'on lui a fait croire quelque chose de faux? Oui, le problème, c'est que les gens, au fond d'eux-mêmes, se posent la question du système sans vouloir se l'avouer. Mais ils sentent bien que le système est mauvais. Le système est mauvais.
Où en sommes-nous arrivés? Et ils disent, il faut qu'il y ait un changement fondamental ici. Il faut qu'il y ait un changement fondamental ici. Et ensuite, ils commettent une erreur stratégique. Ils votent pour l'AfD. Et c'est la raison pour laquelle l'ancien territoire de la RDA est aujourd'hui coloré en bleu. Ils veulent qu'il y ait un changement fondamental. La majorité des électrices et électeurs de l'AfD ne sont pas des fascistes, ni des néofascistes, ni même des extrémistes de droite. La majorité des électrices et électeurs disent « Il faut qu'il y ait un changement fondamental dans ce pays, coûte que coûte ». Et c'est là qu'ils commettent cette erreur stratégique. Je le constate malheureusement aussi dans mon propre entourage familial. C'est vraiment là le point. Comment cette relation en ce moment? Je me demande toujours, dans quelle direction ça peut-il encore aller? Je partage d'ailleurs l'avis que l'OTAN, dans l'ensemble, ne veut pas de la Troisième Guerre mondiale. C'est aussi ce que nous avons appris au cours de ces 3 ans et demi. L'OTAN aurait pu intervenir à tout moment. Mais elle ne l'a pas fait. Et elle ne le veut pas non plus. Elle veut mener une guerre par procuration. C'était la stratégie. Il a aussi fallu ramener M. Zelensky dans le droit chemin à plusieurs reprises, lorsqu'il avait déclaré qu'une roquette russe était tombée en Pologne. Il a alors fallu très vite le tenir en laisse courte. Et l'idée selon laquelle on se battra en Ukraine, donc jusqu'au dernier Ukrainien, je crois qu'elle existe encore. Mais si l'on considère maintenant la situation et que l'on dit « oui, la stratégie doit consister à maintenir cette zone grise et à tourner autour de la guerre », la Russie n'est pas stupide. Nous savons, d'après les Russes eux-mêmes, y compris des collègues russes, qu'ils analysent la situation exactement de cette manière. Quelle est votre évaluation de la façon dont les Russes tentent de réagir en constatant qu'au moins les Allemands et les Européens ne sont pas disposés à s'écarter de cette ligne? Que voyez-vous à ce sujet en ce moment? Je pense qu'il faut maintenant essayer de caractériser la manière dont la Russie mène la guerre. On me reproche souvent un manque d'empathie et de discernement lorsque je dis ceci. La stratégie militaire russe vise à provoquer le moins possible de victimes civiles et à limiter au maximum ses propres pertes militaires. C'est pourquoi il mène une guerre que l'on pourrait qualifier de guerre d'usure. Et c'est là que surgit l'accusation de manque d'empathie. Il laisse essentiellement l'Ukraine s'épuiser. Et j'ajoute cette réflexion. Si les forces armées russes menaient la guerre en Ukraine comme l'armée rouge a dû la mener contre la Wehrmacht et la Waffen-SS, cette guerre serait peut-être déjà terminée sur le champ de bataille. Je veux simplement rappeler ceci. Sur les 27 millions de victimes des peuples soviétiques, l'armée rouge à elle seule a compté 11,7 millions de morts. 11,7 millions. Retranchons maintenant les 3,5 millions de morts que les nazis ont laissé périr comme prisonniers de guerre. Il en reste encore plus de 8 millions. La Wehrmacht, qui était en guerre depuis 1939, a eu 4 millions de morts. Cela signifie que l'armée rouge a foncé vers l'avant et qu'on l'a aussi envoyée en avant, si vous voyez ce que je veux dire, quoi qu'il en coûte. Et c'est ce que la direction russe ne fait pas aujourd'hui. Par ailleurs, il faut savoir que presque toutes les guerres se décident à l'arrière, et cela selon 2 critères. Quel est le soutien dont je dispose au sein de ma population? Au début de la deuxième phase de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, environ 75% des Ukrainiennes et Ukrainiens, ainsi que 75% des Russes, soutenaient leur direction politique et donc aussi la conduite de la guerre. En Russie, cela n'a guère changé. Les chiffres se situent aujourd'hui entre 75 et 78%. En Ukraine, le soutien s'effrite.
C'est le premier point. C'est pourquoi la plupart des guerres se décident à l'arrière. Le deuxième point concerne le potentiel économique et militaro-économique. L'industrie de l'armement russe tourne à plein régime. Bien sûr, cela ne peut pas se faire sans affecter l'ensemble du système économique, mais l'économie russe semble pouvoir le supporter. Et elle est équipée de technologies militaires de pointe, inaccessibles même en Occident. L'Ukraine dépend en grande partie des livraisons d'armes occidentales. Et si celles-ci cessent ou ne peuvent plus être financées par l'UMERO, par l'Europe, on peut imaginer que ce soutien militaro-économique disparaîtrait. Et alors, la guerre serait également décidée à ce niveau-là. Je voudrais simplement ajouter une chose, car un collègue, Andrei Martianov, a fait cette observation, et je pense qu'il est important de rappeler que du côté russe, il ne s'agit pas d'une guerre, mais d'une opération militaire spéciale. Et M. Martianov dit que cela a une incidence sur les types de violences employées et sur les tactiques utilisées. S'il s'agissait d'une guerre, un autre manuel pourrait être utilisé. Je partage votre point de vue. Cette guerre d'usure vise tout simplement à désarmer l'Ukraine, y compris l'ensemble de son armée, tout en ménageant autant que possible ses propres ressources humaines, ce qui reste bien sûr extrêmement martial. Ce qui est frustrant, c'est que, en Occident, la perception publique entretenue se situe en réalité dans un tout autre univers. C'est pourquoi les personnes qui ne partagent pas notre évaluation historique de cette guerre ne comprennent absolument pas le cadrage général. Pour elles, cela ressemble à une justification de la guerre du côté russe. Eh bien, vous avez évoqué ce terme, opération militaire spéciale, et vous l'avez associé à la manière dont la Russie mène la guerre. Je ne le ferai pas. Selon moi, l'expression opération militaire spéciale repose sur d'autres considérations. Depuis des décennies, les guerres ne sont plus déclarées, alors que cela devrait l'être conformément au règlement de la Haye de 1907. Il faut déclarer une guerre. J'ai également expliqué en détail dans mon livre pourquoi ce terme a été choisi. Parce que cela a des implications en droit international. Cela a des implications en droit international que je ne peux pas exposer ici en détail, faute de temps. Tout est expliqué dans mon livre. Non, la nature de la conduite de la guerre par la Russie découle des deux éléments que j'ai mentionnés. Premièrement, les forces armées ukrainiennes doivent être épuisées, aussi terrible que cela puisse paraître. Et deuxièmement, il faut éviter autant que possible les pertes propres et les pertes parmi la population civile ukrainienne. Ce sont les points de départ décisifs qui expliquent pourquoi la conduite de la guerre par la Russie est ce qu'elle est. Je partage cette évaluation. Sinon, il suffit de regarder la différence entre les victimes civiles de la guerre en Ukraine et celles de la guerre à Gaza pour se rendre compte à quel point on peut combattre différemment selon les objectifs que l'on poursuit. Qu'en pensez-vous? Nous avons maintenant parlé de manière très générale de tout cela, ainsi que du déroulement historique. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé et worauf pense-t-on de le mentionner ou l'expliquerait? Eh bien, la question du cessez-le-feu se pose toujours. Et pourquoi la Fédération de Russie ne s'y engage pas? La Fédération de Russie ne peut pas s'y engager, car un cessez-le-feu signifierait immédiatement que des troupes de l'OTAN seraient stationnées sur le territoire ukrainien. Et si tel était le cas, la Fédération de Russie devrait en principe attaquer et éliminer ces troupes de l'OTAN, ce qui entraînerait le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Cela signifie donc qu'il faut faire preuve de compréhension quant au fait que la Russie ne pourra jamais accepter un tel cessez-le-feu inconditionnel.
Mais les exigences russes doivent être satisfaites. Neutralité de l'Ukraine, pas d'adhésion à l'OTAN, pas de déploiement de forces de l'OTAN, sous quelque forme que ce soit, sur le territoire ukrainien. Et ensuite, la démilitarisation. Bon, là-dessus, les Russes accepteraient peut-être encore de négocier. Mais aussi la dénazification. Ce qui se passe en Ukraine en matière de fascisation est incroyable. Et la direction politique allemande garde le silence. Là-bas, comme nous le savons tous, des traditions fascistes sont effectivement ravivées, comme celle des divisions SS, de la Galicie et d'autres. On ne peut pas tout nommer. J'ai donné un exemple, comment l'ancien maire de Potsdam, membre du SPD, s'est rendu à Ivano-Frankivsk et y a frayé avec des fascistes. Je le dis très clairement, il y a un sous-chapitre à ce sujet dans mon livre. En tant qu'antifasciste, conscient de l'être devenu en RDA, j'ai été éduqué ainsi et je l'ai accepté en toute conscience. J'ai honte que le gouvernement allemand ne nomme pas cette fascisation en Ukraine et qu'il soit même incapable de dire qu'il n'y existe plus de démocratie, même pas bourgeoise. Il n'y a plus d'opposition là-bas et on garde le silence à ce sujet. Cela m'indigne profondément. Oui, cela nous frustre tous, nous qui essayons de regarder le monde les yeux ouverts. Mais pour le moment, malheureusement, nous n'arrivons pas à en sortir. Votre livre est cependant une étape importante et une référence essentielle dans cette histoire très triste. Pour les personnes qui souhaitent acheter le livre, je les enverrai sur le site de votre maison d'édition. Y a-t-il un autre endroit où les gens peuvent vous trouver, vous ou vos écrits? Eh bien, je suis membre du conseil d'administration de la Fondation Rosa Luxemburg du Brandebourg. On y trouve plusieurs de mes publications. Je rappelle encore une fois, justement aujourd'hui au 70e anniversaire de la Bundeswehr, que mon mémoire d'habilitation, publié en 1989 avec 3 autres, s'intitule « Histoire militaire de la RFA des débuts à nos jours ». On ne le trouve probablement plus qu'en occasion. J'ai également mentionné le diptyque « L'OTAN pendant la guerre froide », 1200 pages. Et je prépare actuellement une publication, un petit ouvrage sur un sujet totalement passé sous silence. Depuis le 1er avril de cette année, c'est un fait notable, la division de défense territoriale de la Bundeswehr a été créée. Cette division de défense territoriale n'a rien à voir avec le folklore, mais a 2 missions. Premièrement, garantir la liberté d'action des forces de l'OTAN sur le front, et deuxièmement, et c'est quelque chose que personne n'a en tête, intervenir contre l'ennemi intérieur. Conformément à l'article 4.7a, paragraphe 4 de la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution d'urgence, qui fut accompagnée à l'époque, en 1968, de nombreuses lois d'exception. Cette division de défense territoriale s'entraîne donc également à intervenir contre l'ennemi intérieur, au cas où la police fédérale, anciennement la police des frontières fédérales, et les unités de police prêtes à intervenir, des Länder, ne suffiraient pas. On peut le vérifier, comme je l'ai dit, article 4.7a, paragraphe 4 de la loi fondamentale. Il y a eu récemment 2 exercices au cours desquels cela a été entraîné. Une fois à Hambourg, il s'agissait d'un transport simulé de matériel militaire vers le front de l'Est, et les Dockers ont refusé de le faire. Dans le cadre de l'exercice, la troupe de défense territoriale est alors intervenue contre ses ouvriers. Personne n'a vraiment conscience de cela. J'ai déjà écrit 2 articles à ce sujet dans la revue Intergrund, on peut aussi les lire sur Internet. Et cela devrait un jour devenir un petit livre. Veuillez me l'envoyer lorsqu'il existera ou sera mis en place. Nous pourrons alors en rediscuter, car vous avez tout à fait raison. C'est un sujet qui représente un danger direct dont nous devrions être informés. Oui, bien sûr, évidemment, absolument.
Et il y a eu 5 ou 6 grands mouvements populaires en République fédérale. Par exemple, un appelé Sans nous, qui s'opposait à la création de la Bundeswehr. Mais il y en a eu un très important également dans ce contexte. L'état d'urgence de la démocratie, à la fin des années 1960. Cela signifie que tout au long des années 1960, les couches les plus larges de la population en République fédérale se sont opposées à la menace d'une constitution d'urgence, qui a finalement été adoptée en mai 1968, ainsi qu'aux petites lois d'urgence individuelles. Il y avait un ministre fédéral de l'Intérieur qui avait déclaré que c'était les soi-disant lois de tiroir, et celui qui avait vu ces lois de tiroir, qui restent secrètes à ce jour, en était devenu pâle. Certains sont consultables. C'est la loi sur l'assurance du travail. Cela signifie que, dès qu'il est décidé qu'elle entre en vigueur en cas de tension, il faut donc déclarer l'état de tension. Des personnes peuvent être obligées de travailler. Des entreprises peuvent être contraintes de céder leurs camions. Et d'autres choses encore. Ce sont les lois d'exception. Presque personne n'en a conscience. Et lorsque je donne des conférences à ce sujet, les gens me regardent stupéfaits. Cela existe, ils n'arrivent pas à l'imaginer. Et moi, depuis 89-90, j'ai cessé de penser qu'il y avait des choses inimaginables. J'ai appris que tout est possible, depuis 1989-90. Nous aurons un deuxième, voire un troisième entretien à ce sujet. Merci beaucoup pour ces remarques, dont pour être honnête, j'ignorais également tout. Monsieur le Dr Schröter, un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Je vous remercie, ainsi que vos auditrices et auditeurs, vos téléspectatrices et téléspectateurs. Tous mes vœux, surtout de paix.